Depuis des années, je parcours le Moyen-Orient comme reporter. Cette région me passionne, mais mon métier m'a surtout conduit à en connaître les crises, les guerres et les drames. À présent, ce voyage sur les traces de Marco Polo, le long de la route de la soie, me permet d'aller à la rencontre de ce qui fait le rayonnement de cette partie du monde. Sa culture millénaire, son brassage des peuples et des civilisations qui ont tant apporté à la nôtre. Le terme route de la soie a été inventé au XIXe siècle pour décrire l'ensemble des échanges commerciaux mais aussi intellectuels entre l'Orient et l'Occident. Son objectif final est clair, c'est Xi'an, l'ancienne capitale de l'Empire de Chine. Mais d'où la faire partir? De Byzance? D'Antioche? De Jérusalem? Ou pourquoi pas d'ici, Venise, la porte ouverte de l'Europe sur l'Orient et le point de départ du plus fameux voyageur à avoir jamais parcouru les 16 000 km de route, Marco Polo. Venise semble flotter entre mer et ciel. Posée sur la lagune, la Sérénissime doit sa splendeur au commerce avec le Levant. C'est bien l'avant-poste de l'Asie sur le continent européen. La basilique Saint-Marc est emblématique de ce rapport à l'Orient. Elle a été construite pour recueillir les restes de Saint Marc, rapportés d'Égypte. Sa façade est surmontée du lion, symbole de l'évangéliste et emblème de la ville. C'est la décoration intérieure de la nef qui souligne le lien direct de Venise à Constantinople. Elle est presque entièrement recouverte de mosaïques à feuilles d'or. Ces mosaïques exhibent les peuples avec qui commerce Venise. Arabes, Cappadociens, Juifs, Phrygiens, Asiatiques. Ce sont les peuples de la route de la soie. Saint Jean le Damascène, représenté enturbané comme un marchand turc, rappelle une époque où la frontière entre Orient et Occident n'était pas si tranchée. Où un Syrien, par exemple, pouvait être un père de l'Église, honoré dans une basilique catholique, bâtie au IXe siècle. C'est très étonnant, cette plaque de marbre sculptée du Xe siècle. On y voit les symboles religieux de l'Occident et de l'Orient entremêlés. Il y a à la fois la croix chrétienne, l'étoile de David, la svastika des hindous, la roue du dharma, la fleur de lotus des bouddhistes. C'est très mystérieux, c'est un bel exemple de dialogue des cultures. Une grande partie de ces traces de l'Orient ne sont pas vraiment du dialogue, mais plutôt du pillage. Ce que les Vénitiens appelaient les spolias. Ainsi les célèbres chevaux de Saint-Marc. Ce sublime quadrige de bronze trônait autrefois sur le grand hippodrome de Constantinople. Les Vénitiens l'ont volé après avoir organisé le sac de la capitale byzantine par la 4e croisade en l'an 1204. Depuis, le quadrige trône comme un trophée de guerre sur le fronton de la basilique. Du moins sa copie, tandis que l'original est conservé à l'intérieur, à l'abri de la pollution. Dans le vieux quartier ouvrier de Canareggio, une fabrique de mosaïques a conservé l'art du verre et des couleurs, apprise des Byzantins. Derrière une porte discrète se cache une de ces cours et jardins secrets qui font le charme de Venise, de celles que dessine Hugo Pratt dans les aventures de Corto Maltese. La fabrique Orsoni restaure les mosaïques de Saint-Marc et de nombreuses autres basiliques de par le monde, explique son directeur, Luca Chiasura. Toujours avec cette technique si particulière héritée de Byzance, la mosaïque à feuilles d'or. La mosaïque elle-même, où est-elle née?
La mosaïque, dans sa forme la plus moderne, a connu sa plus grande évolution pendant les périodes grecques et romaines. Pompéi est déjà un exemple très important de décoration antique. À Pompéi, on trouve déjà des tesselles en verre colorées par l'homme et finalement utilisées dans la production des mosaïques anciennes, parce que la nature n'offrait pas toutes les gammes chromatiques désirées. Si je comprends bien, il y a un dialogue, un aller-retour entre l'Occident et l'Orient en ce qui concerne la mosaïque. Elle naît ici en Italie sous l'Empire romain, à Pompéi par exemple. Elle se transporte en Asie, dans l'Empire romain d'Orient, Byzance, et puis elle revient ici en Italie avec les marchands vénitiens. Il y a certainement eu des échanges. Il est vrai que l'Orient nous a apporté la mosaïque en verre. La mosaïque était produite par Constantinople avant qu'elle soit développée ici, à Venise, pendant notre période byzantine. Il est évident qu'il y a eu des échanges en ce qui concerne cette connaissance autour du verre, de l'Orient à l'Occident, puis de l'Occident à l'Orient. Par la suite, ce véritable enrichissement réciproque a dû se prolonger. La mosaïque à feuilles d'or, comment la fabrique-t-on? La fabrication de la feuille d'or, de la plaque d'or, suit la règle des canons antiques, byzantins et précédemment aussi romains. C'est une technique très particulière, demandant plusieurs jours de travail. Cela se fait comme un sandwich. Une feuille d'or emprisonnée entre des couches de verre. Un verre très fin, qui est un verre soufflé et produit par nous-mêmes, sert à protéger la feuille d'or. La feuille d'or est au centre et sur le fond, on fait une coulée de verre fondu et puis on assemble le tout. La mosaïque d'or demeure l'une des expressions suprêmes du faste. Mais aujourd'hui, la manufacture Orsoni décore moins souvent les églises que les hôtels de luxe ou les palais d'émirs du pétrole. Au 5e siècle, c'est l'invasion d'Attila à la tête des Huns venus de la frontière chinoise qui poussa les habitants de la plaine du Pô à se réfugier dans la lagune de Venise. Au XIIIe siècle, ce sont finalement les marchands vénitiens qui vont redécouvrir la route vers la Chine, poussés par l'appât du gain et la soif d'aventure. C'est de cette maison qu'est parti en 1271 un jeune Vénitien de 16 ans pour un voyage le long de la route de la soie jusqu'à la Chine. Il s'appelait Marco Polo. Après plus de 20 ans d'absence, Marco Polo revient ici, dans cette maison, et il reprend sa vie d'avant. Puis, quelques années plus tard, il est fait prisonnier par les Génois, qui sont les grands rivaux de Venise. Dans sa cellule, il rédige ses souvenirs d'aventure le long de la route de la soie. Ça va devenir le livre des merveilles, Il Milione en italien, comme le nom de cette maison, un des plus grands best-sellers de l'histoire. Dicté par Marco Polo à un compagnon de cellule, le devisement du monde va alimenter tous les fantasmes sur les fabuleuses richesses de l'Orient et aiguillonner les explorateurs. Ce sera par exemple le livre de chevet de Christophe Colomb. La marchandise qui fascina Marco Polo et qui fit la fortune de la Chine, c'est bien sûr la soie. Inventé par les Chinois il y a plus de 4000 ans, le tissu de soie arrive à Venise au début du Moyen-Âge. Les tisserands de la famille Bevilacqua figurent déjà sur des tableaux de la Renaissance. Et leur manufacture, sur le Grand Canal, emploie les mêmes métiers à tisser depuis le XVIIIe siècle. De quand date le tissage des brocarts et de la soie à Venise? À Venise, la production de velours et de brocart a commencé au XIVe siècle, c'est-à-dire vers 1300. Auparavant, on produisait des tissus qui s'appelaient chamiti et qui, à l'origine, avaient été importés d'Orient. Depuis toujours, il y avait un lien commercial ainsi que culturel entre Venise et Constantinople. C'est donc très important. Les Vénitiens ont toujours produit les étoffes pour les caftans et pour les vêtements des Turcs et des Orientaux.
Donc les techniques de tissage de la soie sont venues d'Orient, et ensuite c'est vous, Vénitiens, qui avez produit les cafetans que portaient les sultans ottomans. Exactement. Donc la route de la soie fonctionne dans les deux sens en fait. Oui, absolument. Vous pouvez nous montrer un exemple de Damas? Bien sûr. D'accord. Donc originellement, ça venait de la ville de Damas sur la route de la soie. Oui. De Syrie. Tout est en soie? Tout est en soie, 100% soie. Et les fameux brocarts si précieux au Moyen-Âge, à l'époque de Marco Polo, vous pouvez nous en montrer un exemple? Bien sûr. Ceci, par exemple, c'est un brocart, fait avec de la soie et du métal. Le brocart est un tissu particulier. Le brocart de soie rehaussé d'argent. D'argent, mais aussi de l'or que l'on met parfois. C'est probablement le plus riche des tissus, puisqu'on peut introduire des trames avec une quantité énorme de couleurs. Donc on peut créer ces dessins multicolores. Alors que pour le damas, par exemple, il ne peut y avoir que deux couleurs. Donc ça c'est le brocart, et alors sinon le fameux velours, le velours ciselé. Le voici. Le velours ciselé, ou soprarizzo, comme on le nomme à Venise, c'est celui-ci. C'est très beau ça aussi. Le velours soprarizzo, comme on l'appelle ici, a été inventé à Venise. On a trouvé des traces de tissus vénitiens, je sais pas moi, en Inde ou en Chine. En Chine, je ne sais pas, parce que la Chine avait déjà une tradition textile. Et cela a toujours été un monde plutôt fermé. Donc on ne sait pas. D'ailleurs, on raconte que Marco Polo aurait volé des vers à soie. Voilà. Et les aurait rapportés ici à Venise. Il a bon dos, Marco Polo. Un coup, on lui reproche de voler aux Chinois la recette des pâtes, une autre fois, ce sont les cocons de soie qu'on le suspecte d'avoir chapardé. Et pendant ce temps, il y en a encore pour l'accuser d'avoir entièrement inventé son voyage et de n'avoir jamais été en Chine. Ciao, buongiorno, un passaggio, grazie. Si la gondole est devenue à Venise un bateau pour touristes, il draghetto, sur lequel on est certainement le transport en commun le plus sympathique que je connaisse. C'est très tôt le matin qu'il faut aller au grand marché de Venise, à côté du pont du Rialto. Les halles des fruits et légumes proposent notamment les célèbres artichauts de Venise, les carciofi. Le poisson et les épices sont les deux piliers de la cuisine vénitienne, profondément marqués par l'héritage de la route de la soie. Irina Fregia est une spécialiste de l'histoire de cette gastronomie. De toute façon, tu me donnes un peu de moeke, car je ne sais pas s'il m'en reste encore. Mais qu'il soit bien fermé. Si tu peux me les montrer, voilà. On m'a dit qu'ils sont excellents. Les plus gros? Bien gros, oui. Nettoyés comme d'habitude? Oui, bien sûr. Sa taverne du Vecchio Fregolin est connue des Vénitiens comme l'une des meilleures adresses de la ville pour qui veut déguster la cuisine traditionnelle de la lagune. Irina est incollable sur les origines réelles ou mythifiées des plats vénitiens. Alors à tout seigneur, tout honneur, d'où viennent les fameuses pâtes? Est-ce que c'est vraiment Marco Polo qui les apporte jusqu'à Venise? À vrai dire, il y a différentes théories. Certains disent oui, d'autres non. Peut-être aussi d'Arabie. Parce qu'en effet, les toutes premières pâtes, les vraies pâtes, se faisaient aussi bien dans le sud, à Naples, le sud de l'Italie, qu'en Sicile. Il se peut aussi qu'ils aient appris quelque chose des Chinois, mais on ne sait pas, on n'en sait rien. Il n'y a rien d'écrit. C'est pas du patriotisme italien qui vous fait dire ça? Non, non, non.
Est-ce que vous auriez des exemples concrets d'ingrédients, de légumes, de fruits qui viendraient d'Orient? Les artichauts, on dit qu'ils viennent d'Arabie ou de Perse. I carciofi de Venise. Et ils sont arrivés vers 1500. On va dire que c'est un cas particulier. On les a plantés sur l'île de Saint-Érasme. On les appelle castrors, ce qui veut dire première coupe. C'est-à-dire que les premières pousses sont coupées. C'est pourquoi ils sont si petits. Les Arméniens avaient rapporté des fruits, notamment les abricots. Le sucre venait des Arabes. Le raisin sec est arrivé. Il vient de la culture juive, les pignons de pain. Plein de choses. Presque tout. Rien ne poussait à Venise. Il n'y avait que de l'eau et basta. Nombreux sont ceux qui appellent la route de la soie la route des épices. C'est vrai que ce sont bien les épices que les marchands vénitiens allèrent tout d'abord acheter en Asie. Et les épices valaient une fortune, plus cher que l'or. Oui, tout à fait. Les épices étaient comme la soie, très coûteuses. Et d'ailleurs, en Europe, il y avait plein de rois, de marchands qui en achetaient. Et le seul fournisseur était Venise. Le poivre valait une fortune. Grazie. Carciofi. Carciofi et le moeche. Et ah oui, ça c'est les petits crabes mous de la lagune. Una pregunta. On mange avec le couteau et la fourchette ou avec les doigts Avec tout le temps avec les doigts. Tout le temps avec les doigts, d'accord. Comme en Asie. Si. Famoso. Les Vénitiens n'étaient pas que des marins. À l'instar de Marco Polo, ils sont plusieurs à être allés très loin, vers l'est, à travers les déserts d'Asie centrale. Le Palazzo dei Mori, le palais des Moresques, de la famille des marchands Mastelli, avec sur la façade un chameau de Bactriane. Je pense qu'on est sur la bonne route. Ces trois frères marchands du XIIe siècle, les Mastelli, sont représentés en Maure, c'est-à-dire en arabe, avec des costumes orientaux et des turbans. En fait, ils venaient de Morée, une vieille région de Grèce. Mais l'on pense que plusieurs marchands arabes ou turcs ont réellement vécu dans le quartier autour de Campo dei Mori. Une jolie légende vénitienne explique l'origine du haut-relief au chameau de Bactriane. Elle raconte qu'un des frères Mastelli avait une fiancée arabe. Elle devait venir le retrouver à Venise mais ne connaissait pas son adresse. Alors, elle fit le tour de la ville en gondole. Enfin, elle découvrit le chameau que le marchand avait fait sculpter à son intention. Et elle parvint ainsi à retrouver la maison de son bien-aimé. L'écrivain Alberto Tosofai est un spécialiste de ces légendes vénitiennes. Quel est ce bâtiment? Ceci est le Fondaco dei Turchi, l'entrepôt des Turcs. À Venise, on hébergeait des marchands internationaux dans ces maisons-palais, dont le nom vient de l'arabe, fondouk. C'étaient des sortes de maisons servant aussi d'entrepôt. Il y en avait un pour les Turcs le long du Grand Canal, comme aussi celui des Allemands. Et puis nous avions aussi des entrepôts pour les Persans et pour les Arabes. Cela prouve que les Vénitiens ne séparaient pas les peuples venant de l'Orient par rapport à leur religion, mais plutôt par rapport à leur nationalité, turque, arabe ou persane. À Venise, l'histoire du lien à l'Orient se raconte aussi bien sur les façades des palais que par bouche à oreille. Alberto, vous avez publié des recueils entiers d'histoires orales de Venise. Est-ce que l'une de ces histoires concernerait le personnage qui, moi, me passionne sur la route de la soie, qui est Marco Polo? Ah oui, Marco Polo revient à Venise. À un moment donné, il est obligé de rentrer à Venise. Et selon la légende, il ramène avec lui son épouse chinoise. C'est l'une des plus jeunes filles de Kubilai Khan. Ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés. Une princesse chinoise. Oui, tout à fait. Rien de moins qu'une princesse chinoise. Cependant, elle n'est pas heureuse ici, puisqu'elle se sent très différente. Elle ne se sent pas acceptée par la famille de son époux. Et c'est ainsi que... La mamma italiano. Exact. Italiana, elle n'aimait pas la chinoise. Ah bon, ah. Et lorsque Marco est fait prisonnier après la bataille de Curzola, et que la nouvelle arrive en ville, au lieu de raconter la vérité, c'est-à-dire qu'il était prisonnier, on dit à son épouse que Marco est mort. Ouais. C'est ainsi que, comme le raconte cette légende,
Elle s'immole en mettant le feu à sa robe et elle se jette dans le canal en sautant par la fenêtre de la maison. Elle s'est noyée dans le canal parce qu'elle croyait que Marco Polo était mort. Elle avait une très belle voix. La légende raconte que Marco tomba amoureux parce qu'il l'entendit chanter dans le jardin du palais. Et encore aujourd'hui, comme le raconte cette légende un peu romantique, si on se met sur le pont qui porte le nom de Marco Polo et qui se trouve tout près d'où se trouvait la maison de notre voyageur, oui, on peut encore entendre dans les nuits d'été un chant suave. Et l'on dit que c'est l'épouse de Marco qui chante, sachant que lui, il l'aime aussi. C'est triste. Oui. Sur la lagune, il est une île qui s'est bel et bien spécialisée dans le rapport à l'Orient. Elle en est même le sanctuaire. C'est l'île de Saint-Lazare. Au XVIIIe siècle, ce monastère a été donné par la République vénitienne aux moines venus d'Arménie, qui fuyaient les persécutions turques. Les anciens royaumes d'Arménie furent en effet pendant des siècles les alliés de Venise et des Européens. Ils eurent même pour roi une dynastie de chevaliers venus du Poitou au temps des croisades, les Lusignans. Représentant très anciens des chrétiens d'Orient, les moines arméniens ont voulu conserver les grandes traditions culturelles de la route de la soie. Leur collection est d'une extraordinaire richesse. Grâce à une lecture très attentive du récit de voyage de Marco Polo le long de la route de la soie, un moine vénitien, Frau Moro, va dessiner la première carte de l'Ancien Monde. Son œuvre va faire de Venise le centre international de la cartographie et va inspirer les premières maps monde, dont celle-ci. La fortune des ateliers de cartographes souligne combien Venise a partie liée avec la route de la soie. D'ailleurs, les deux déclineront ensemble à partir du XVIe siècle, quand le commerce mondial basculera vers l'océan Atlantique. Venise demeure comme le gardien du temple depuis la chute de Constantinople, affirme l'universitaire Alberto Peratonner. Pour vous, est-ce un héritage byzantin ou un héritage finalement de la route de la soie? Les deux, parce que les deux aspects sont liés. La route de la soie est strictement liée aux intérêts commerciaux du Moyen-Orient, qui faisait de Byzance un point de repère d'une importance fondamentale. Donc, une chose n'existe pas sans l'autre. Les deux aspects sont fortement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Venise est donc comme la tête de pont d'un lien long et articulé avec l'Orient. Spécialiste du mouvement des idées, le professeur Peratonner enseigne la métaphysique à l'université. C'est aussi l'archiviste en chef de la bibliothèque Saint-Lazare. Combien y a-t-il d'ouvrages dans cette magnifique bibliothèque? Quanto libri? Environ 170 000 volumes, des collections différentes dans les langues occidentales et orientales, dont beaucoup en arménien bien sûr, mais aussi en arabe ou dans d'autres langues orientales, notamment en persan, en syriaque et dans toutes les principales langues occidentales. Lorsque la congrégation s'installe à Venise, elle va faire un énorme travail de traduction d'ouvrages orientaux en langue occidentale et inversement d'ouvrages occidentaux en langue orientale, et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un travail d'encouragement de la connaissance réciproque des cultures de ces deux mondes qui découle différemment de la sensibilité chrétienne. Le monde latin et le monde oriental qui s'enrichissent réciproquement de leurs trésors. Peut-on dire que les Arméniens servaient de passeurs entre l'Orient et l'Occident? Oui. Et donc, il y a un échange qui n'est pas que matériel, d'objets, de ressources, de richesses, mais aussi et surtout l'échange d'une connaissance qui amène les différentes cultures à se développer de manière plus complète. Outre les livres, la collection du monastère comprend un étonnant inventaire à la Prévert, mêlant érudition et orientalisme. Ainsi cette étonnante momie égyptienne vieille de 4000 ans,
ou ces marqueteries de Damas, cette porcelaine de Chine très ancienne, ou encore ces miniatures persanes. Venise a beau être la plus belle ville du monde, on comprend vite qu'elle est aussi un appel au voyage. Marco Polo et tant d'autres marchands ou aventuriers n'ont pas voulu s'en contenter. Ils ont voulu chercher fortune à travers les déserts et montagnes de la route de la soie, quitte à s'en revenir, ensuite, sur la lagune des Beaux Songes, baigner encore une fois dans le mirage de la Sérénissime.